tout le monde se présente et qu'on sache voilà, qui est qui. Et puis après, je débuterai ma présentation. Donc, moi, je m'appelle David Payen, je suis le coordinateur de la Crébage depuis l'automne 2018. Donc, ça fait pas longtemps que je suis arrivé au Québec. Avant ça, j'étais directeur d'une institution qui œuvrait au sein de la protection de l'enfance en France pendant une quinzaine d'années, et on s'occupait d'enfants qui étaient placés entre 3 ans et 21 ans. Donc, on couvrait le spectre assez large des jeunes, et on accueillait donc les enfants qui étaient placés, donc on les hébergeait, mais aussi on avait des modalités d'accueil qui étaient des modalités souples, avec des accueils qui pouvaient être temporaires en fonction des situations. Donc on avait des enfants essentiellement placés par les décisions judiciaires à 75%, des décisions de protection de l'enfance, mais aussi une petite part, mais très petite, très minime, de jeunes placés au titre de l'ordonnance 45, qui est le texte qui place les jeunes au titre de l'enfance délinquante. On en avait très peu. Voilà, garçon-fille. Voilà, donc ça, j'ai fait ça pendant 15 ans. Et voilà, donc c'était juste pour me présenter, puis je reprendrai la parole pour la présentation. Je pense qu'on a à peu près, je vous propose 3 quarts d'heure, 3 quarts d'heure peut-être de présentation, et puis ensuite on discutera autour de ce que je vous ai présenté. Donc comme je le disais, j'ai été responsable de structures de protection de l'enfance en France pendant une quinzaine d'années, et j'ai été très souvent confronté... Ah, il y a Alexandre qui s'est arrêté, j'espère. Je ne sais pas si vous êtes là encore, Annie et Guy. Tout le monde est là. Ok. Oui, on est là. Ok, On est là. c'est bon. Mais je savais, il m'avait prévenu, l'écran s'est arrêté, mais c'est bon, je voulais vérifier. C'est bon. Le lien n'était pas rompu. Donc, comme je disais, j'ai été confronté dans ma fonction de direction avec les gens avec qui je travaillais à des situations compliquées qui nous ont fait réfléchir, mais qui nous ont d'abord beaucoup déconcertés et beaucoup mis en difficulté. Et c'est à peu près en 2011 qu'on a rencontré des propositions de travail dont je vais vous parler aujourd'hui et qui ont percuté complètement la façon avec laquelle on entrevoyait le travail de protection, mais aussi plus largement la façon de travailler avec les jeunes et les familles. Sachant que ce que je vais vous présenter, la clinique de concertation, est une démarche qui n'a pas été pensée pour la protection de l'enfance. C'est une démarche qui a été pensée pour le travail avec les familles et les jeunes en détresse multiple. Je reviendrai tout à l'heure sur l'aspect un peu large de cette présentation-là. Donc en termes d'ordre du jour, je vais vous faire une petite introduction que j'ai intitulée la position du mulet. Donc je dirai un petit peu sur quels étaient les sentiments, comment on s'est ressenti, nous, dans ces positions-là professionnelles, et vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble, et je pense que ça peut parler quand même pas mal. Je ferai un petit crochet pour expliquer justement qu'est-ce que la clinique de concertation, rapidement. On fera une illustration avec un des outils majeurs de la clinique de concertation, qui est le sociogénogramme, qui est une représentation graphique du réseau activé par les jeunes et les familles. Et je finirai par, en revenant un petit peu dans le contexte de ce que j'ai fait en France, sur comment ces approches-là et cette démarche-là a pu impacter notre organisation et les propositions de services auprès des jeunes en protection de l'enfance. Alors, la position du mulet, voilà. Donc, la position du mulet, c'est la position des professionnels qui, assez régulièrement, en tout cas nous retrouvons dans des situations de délégation massive. Donc, des choses qui nous arrivent, pas dans l'ordre, pas quand on veut, pas selon les formes que nous, professionnels, nous avons l'habitude et selon lesquelles on nous a appris à travailler. On nous a appris à travailler avec certaines formes de demandes. Et nous, régulièrement, en protection de l'enfance, on était appelés sur des situations dans lesquelles on avait le sentiment d'être à la place du mulet, évidemment. C'est-à-dire qu'on touchait plus terre, on était complètement déconcertés, avec des risques pour les professionnels, des risques non négligeables, d'avoir le sentiment de perdre son professionnalisme, de ne plus savoir quoi faire, et d'être submergé par les demandes. Et à bien y réfléchir, je ne sais pas si ce sentiment de désarroi que les professionnels, qui sont les professionnels avec qui je travaillais en protection de l'enfance, mais pas uniquement en protection de l'enfance, c'est pas réservé à ces professionnels-là, je ne sais pas si ces situations de mulet, de position de mulet, étaient dues à la gravité des détresses, ou plutôt à la forme avec laquelle ces demandes étaient faites, qui étaient vraiment très en décalage avec ce que nous, professionnels, on avait l'habitude d'entendre. Donc, on peut émettre l'hypothèse que finalement, ce n'était pas forcément la gravité et l'ampleur des abus, mais plutôt la forme avec laquelle les demandes nous étaient faites,
et le décalage entre ce que nous on attendait dans les services et ce qui nous était proposé par les familles. Sachant que nous, en protection de l'enfance, à ce moment-là, on avait à peu près une 25% de situations qui activaient 75% de l'énergie. C'est-à-dire qu'on avait un petit nombre de situations, de familles, qui activaient un certain nombre de services, la protection de l'enfance, mais aussi la protection judiciaire de la jeunesse, la justice, la psychiatrie. Donc tous ces services étaient mis en contact par des situations qui nous prenaient énormément d'énergie. Et nous étions convoqués à travailler dans des positions où une demande pouvait activer plusieurs services. Donc qui nous mettait automatiquement sur des champs de recouvrement. C'est-à-dire qu'on ne savait pas trop à qui attribuer la demande. Et là, il pouvait se passer des jeux où on essayait de transmettre la demande à notre service, un peu pour s'en débarrasser. Et ça faisait aussi des compétences, enfin en tout cas des compétitions de service qui pouvaient être assez importantes. Alors, le travail, comme moi je l'ai appris, en tout cas comme il était exercé, comment on l'exerçait à ce moment-là, je serais tenté de le décrire selon 4 caractéristiques. Le premier élément, la confidentialité comme condition absolument nécessaire au travail d'aide et de soins, c'est-à-dire que la confidentialité du travail est un élément qui est prescrit par l'ensemble des professionnels, un titre ou un autre, qu'on soit médecin, éducateur, ou on peut aller plus loin. Donc la confidentialité est un élément qui ne se discute pas forcément, c'est-à-dire que c'est une donnée de base qui fait que pour que le travail fonctionne, il faut qu'à un moment, on aille dans des espaces où la confidentialité est de rigueur. Le deuxième élément, la définition des besoins confisqués par les experts, nous, professionnels de la protection de l'enfance, définissions les problèmes, les besoins, les problèmes, et mettions en place des programmes d'intervention qu'il fallait ensuite aller convaincre les familles et les jeunes d'accepter ce que nous, dans nos espaces de travail protégés, on avait mis en place. Une attention plutôt tournée vers la description des déficits et des abus. Dans les écoles de travail social, on forme les éducateurs à avoir une attention spécifique pour les abus et les déficits. On n'a pas, en tout cas moi, en France, on n'a pas cette culture tournée vers les ressources disponibles dans les situations familiales et les situations des jeunes. Et le dernier point que je mettrai en avant, c'est une tendance à la réduction des échelles de travail pour aller vers le travail en tête-à-tête. Donc, c'est un peu le pendant de la confidentialité, c'est-à-dire qu'on va essayer progressivement de ramener le jeune ou la famille dans des situations où il va se retrouver en tête-à-tête avec un professionnel. Ce qui est un petit peu la façon un peu générale de voir l'organisation des services. Et ce qui est embêtant, en tout cas, ce qui a été rendu plus net quand on a rencontré la clinique de concertation, c'est que ces caractéristiques ne souffrent pas de la discussion avec les familles et les jeunes. C'est des choses qui sont décrétées par les services et par les professionnels. Alors, la clinique de concertation, quand on la rencontre en 2011, on cherche des méthodes et des outils pour mieux travailler avec les familles. J'ai le sentiment qu'on a d'un côté des professionnels plutôt expérimentés qui ont l'habitude, qui savent faire, et de l'autre des jeunes professionnels qui débarquent. Quand je demande aux anciens de m'expliquer comment ils font, ils me disent que comme ils ont de l'ancienneté, ils savent faire. Donc je reste sur ma faim en tout cas. J'arrive pas à voir quels sont les éléments constitutifs de l'intervention. Et donc on cherche une formation et on trouve cette formation qui nous est proposée en 2011, qui va reposer sur plusieurs aspects. Je vais essayer de vous la décrire rapidement. Le premier aspect du travail de réseau, donc, qui se nomme comme ça, c'est du travail de réseau soutenu par les outils et les méthodes de la clinique de concertation. C'est de reconnaître la force convocatrice des familles en détresse multiple. C'est-à-dire que les services, quels qu'ils soient, sont toujours mis en mouvement par une force convocatrice. Elle nous apparaît généralement comme plutôt floue, plutôt déconcertante. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre comment les familles et les jeunes mettent en mouvement, refusent les liens, acceptent les liens. C'est quelque chose d'assez étrange et ça nous met plutôt dans une position de dénonciation par rapport aux familles en disant ces familles-là nous refusent, ne veulent pas travailler, ne souhaitent pas travailler. Donc, on va plutôt leur mettre par rapport à cette incompréhension de la demande quelque chose qui est du côté de refus d'aller bien, on va dire. La clinique de concertation propose de dire plutôt qu'il y a une demande, mais qui est un peu masquée, qui traverse le réseau
mais qu'on pourra reconstituer au prix d'une approche spécifique. L'échelle de travail ouverte aux propositions des membres des familles, donc ça c'est un aspect important, c'est-à-dire que le choix de l'échelle est un débat qui se fait avec les jeunes et les familles, c'est-à-dire qu'on va choisir avec eux dans quelles échelles on travaille. On pourra travailler dans la confidentialité, c'est-à-dire que ce n'est pas contre la confidentialité. Ce qui est important, c'est d'avoir un débat avec les jeunes sur l'espace de travail dans lequel on va évoluer. Donc on va mettre les jeunes et les familles concernées dans cette discussion pour qu'eux-mêmes nous donnent leur avis sur l'échelle dans laquelle on va pouvoir évoluer. L'attention des professionnels à la sélection et la circulation des informations utiles. Je vous ai parlé rapidement de la confidentialité. Donc à partir du moment où on a des échelles de travail qui vont commencer à s'ouvrir et que donc vont être réunis des professionnels qui sont mis au travail, des jeunes et des familles, va se poser la question de la circulation de l'information. Évidemment, les informations doivent circuler, hein, c'est un des principes du travail ensemble, il faut bien que les informations circulent. Et la ligne de concertation propose que les familles et les jeunes soient aussi associés au type d'informations qui vont circuler. C'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord avec eux sur qu'est-ce qu'ils veulent qu'on dise d'eux et qu'est-ce qu'ils ne veulent pas qu'on dise d'eux. Donc c'est une proposition de travail qui va à l'encontre, évidemment, de tout ce que moi j'avais appris et tout ce que les gens qui travaillent avec moi avaient appris, qui est de dire plutôt que à partir de la clause de confidentialité maximum, c'est les professionnels qui vont décider et qui vont choisir les informations qui sont les informations utiles. La conception d'une information utile sera partagée avec les jeunes et les familles. Soutenir les ressources, même résiduelles, contenues dans toute situation. Donc ça, c'est aussi une proposition de la